Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette quatrième table ronde du Finistère 4, qui sera donc consacrée à la science-fiction et le monde des idées, entre philosophie et psychologie. D'abord, je vais laisser nos invités se présenter. Il y a un micro sur la table, self-service. Alors, n'oubliez pas de... Bonjour. Bonjour Violaine. Donc, je suis Violaine Jeannot, je suis professeure de français, autrice et correctrice. D'accord. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous parler rapidement de vos publications? De publication. Alors, actuellement, j'ai encore 5 romans publiés, 3 de science-fiction qui sont là, Astro NF et Astro KF, donc c'est une sorte de trilogie. D'accord. Et aussi, je fais de la romance historique, j'ai fait de la romance fantastique, plusieurs genres. D'accord. Voilà. Plusieurs cordes à votre arc, donc. Exactement. Très bien, merci. Julien. Alors, je m'appelle Julien Lahoche, je suis agent d'accueil, standardiste et webmaster dans un centre de formation donc pour adultes à Concarneau, centre de formation maritime. J'ai écrit 4 livres, Ama, un roman ayant pour thème l'écologie, l'empathie, voilà, entre autres. Saturne, qui se passe chez moi à Concarneau, c'est plutôt voyage dans le temps, intelligence artificielle. Quête du futur, qui est un recueil de 2 nouvelles voilà, qui se passent dans le futur. Euh, faut être court, donc voilà. Et puis Jeunesse des possibles, qui est un recueil de 2 nouvelles avec pour thème les mondes parallèles et également l'intelligence artificielle, plus le début de la conquête spatiale. Voilà. Merci. Donc, de par ces innovations, changements de paradigme et autres cataclysmes intergalactiques qu'elle déroule dans les œuvres qu'il embrasse, la science-fiction jongle continuellement avec ce qui est et ce qui pourrait être. Si leurs personnages explorent des mondes inconnus, les auteurs et autrices de SF doivent explorer des concepts et des comportements humains afin de nourrir leur récit. Alors nous avons 2 spécimens sous la main, donc un auteur et une autrice, ça tombe bien. Voyons comment Yel aborde cette problématique. Alors, première question, comment vos œuvres explorent-elles la nature de l'humanité, de la conscience et de la réalité? Alors dans Ama, donc rapidement, c'est l'histoire d'un professeur de langue ancienne qui est contacté par l'armée pour communiquer avec une alien qui s'est écrasée en catastrophe. Donc dès le départ, il y a un enjeu parce qu'ils ne savent pas communiquer avec elle, ils ne savent pas la nourrir. Donc dans ce roman-là, mon personnage, on a le regard du personnage qui est très empathique, qui ne juge pas l'alien. Euh, et c'est un roman qui peut se poser la question, outre l'écologie, parce qu'il y a l'histoire des changements climatiques, c'est qu'est-ce qu'un être humain, qu'est-ce qu'être humain. Est-ce que l'extraterrestre peut pas être plus humain qu'un humain? Enfin, voilà, c'est la réflexion. Après, dans tous mes autres ouvrages, il y a la question, une intelligence artificielle peut-elle avoir une conscience? Euh, un voyage dans le temps réaliste est-il possible? Avons-nous intérêt à rencontrer des extraterrestres? Et sinon, comment on réagirait? Comment est-ce qu'ils réagiraient? Est-ce qu'ils se comporteraient comme les conquistadors avec les Amérindiens ou pas? Voilà. Existe-t-il un risque de retour à l'obscurantisme, notamment avec les religions qui pourraient reprendre le contrôle sur les sociétés, remettre en cause la science, etc. Donc on voit que l'actualité, on peut se poser des questions. Si les mondes parallèles existent, quel chemin aurais-je pu prendre pour... quel autre choix de vie j'aurais pu avoir? Voilà, ça permet de voir quelles sont les conséquences de la vie de chacun, selon les choix qu'on aurait fait, voilà, etc. Voilà, puis globalement, comment le monde politique et l'économie pourraient s'adapter à certaines découvertes scientifiques, voire à des bouleversements dans le monde. Beaucoup d'extrapolation, de et Oui, si. et si, et d'anticipation, etc. D'accord, merci. Par rapport à mes romans, en fait, moi, ce que j'aime beaucoup dans la science-fiction, c'est que on peut partir d'un problème ou de faits actuels et étirer le fil pour voir dans l'avenir ce que ça pourrait donner. Et donc, par rapport au mien, le fil de base conducteur, je me suis intéressée à ce qui était la fertilité, au fait qu'il y a une baisse de la fertilité dans ce monde et dans notre monde aussi, et de m'interroger sur
Qu'est-ce que ça donnerait si il y a cette baisse de la fertilité, s'il y a des dernières personnes qui peuvent avoir des enfants, quel serait le monde si certains devaient préserver ces derniers fertiles et devaient se sacrifier pour eux. Et aussi dans Astro KF, il y a certains des personnages qui ont été envoyés dans l'espace parce qu'ils ont été punis, et de savoir est-ce qu'on a droit au pardon si on a fait quelque chose d'horrible, est-ce qu'on peut obtenir une rédemption? Quelque chose sur la moralité. Donc, Oui, sur la moralité, tout à fait. Oui. D'accord, c'est intéressant ça. Ça m'intrigue le NFKF. Est-ce que je peux expliquer? Oui. Alors, donc, dans ce monde où il y a les derniers fertiles, on va les reconnaître, on va les identifier avec un tatouage, un F sur la paume de la main. Et les N qui sont à leur service vont être identifiés. Donc c'est une sorte de carte d'identité numérique plantée sur la paume de la main avec un N. Et le K pour désigner en fait, ce sont des détenus qui ont été envoyés dans l'espace pour payer leur dette à l'humanité. Et en fait, ils ont le K plus un numéro selon le degré de crime qu'ils ont commis. Et c'est le plus gros crime, ils ont un K1. C'est une référence à la Bible, Abel et Caïn. D'accord. Merci. Donc, de quelle manière la science-fiction vous permet-elle d'interroger les limites de la connaissance et de la compréhension humaine? Et vous aviez le micro, vous auriez pu commencer. Oui, mais on s'est mis d'accord. Voilà. Donc, alors, pour moi, il y a deux types de science-fiction. Chacun sa définition, mais il y a deux types de science-fiction. Il y a celle qui montre un idéal vers lequel il faudrait aller, et celle qui montre le pire des mondes dans lequel il ne faudrait surtout pas aller. L'utopie, la dystopie. Utopie, dystopie, voilà. Utopie, donc c'est le meilleur, et le pire, c'est la dystopie. Alors, parfois, pas forcément la science, mais avec la science, on peut faire le meilleur, et on peut voir les limites aussi de la technologie. Je pense notamment à 1984 de George Orwell avec les caméras de surveillance, entre autres, la manipulation. Et le meilleur des mondes, où pour la technologie, donc c'est plutôt un peu des drogues qui est utilisée pour essayer de faire en sorte que les êtres humains soient totalement adaptés à la société, voire même dès la naissance, la conception à la naissance qui est adaptée à leur catégorie socio-professionnelle. Donc ça peut être les dangers, les limites de la technologie. Moi, dans mes ouvrages, il y a un peu des deux. Dans Ama, la technologie est une solution. Dans Saturne, il y a les deux. Il y a la limite et l'outil qui peut régler la solution. Voilà. Voilà, donc moi, il y a un peu les deux. Il y a du bon et du pas bon dans la technologie dans mes ouvrages. Voilà. D'accord. Donc, pour poursuivre sur tout ce qui est utopie-dystopie, l'univers dans lequel commence mon héroïne, c'est un univers qui est dystopique puisque la Terre ne va plus bien, et c'est pour ça qu'il y a cette baisse de la fertilité, et il y a une volonté de faire quelque chose ailleurs de meilleur. Ils sont en quête d'une planète pour pouvoir accueillir les derniers fertiles, mais en même temps, l'espèce humaine étant ce qu'elle est, si on ne se remet pas en question, et c'est la question de mon roman, si on ne s'interroge pas sur ce qu'on veut et comment arriver à mieux ailleurs, finalement, on refait exactement la même chose ailleurs, et c'est pas bien. Il y a besoin d'avoir une réflexion derrière. Là, mes personnages, ils se disent, bon, on va mettre les derniers fertiles sur une nouvelle planète et on va faire quelque chose de bien, sauf qu'ils n'ont pas le temps. Et finalement, ils font exactement la même chose. Ils construisent le même type de ville sans essayer de trouver quelque chose de mieux pour faire que l'espèce humaine soit bien. Celui qui ne connaît pas bien son passé est condamné à le revivre, en quelque Exactement. sorte. D'accord, je vois. Les personnages de vos œuvres sont-ils basés sur certains mécanismes psychologiques particuliers? Et si oui, comment élaborez-vous de tels modèles? Par l'observation ou en puisant en vous-même?
Alors ça dépend, je peux m'inspirer soit de personnes de mon entourage, ou des personnalités publiques, ou même de moi-même. Dans Hama, le personnage principal me ressemble le plus dans tous les personnages que j'ai écrits. En fait, dans Hama, j'ai voulu montrer aux gens ce que j'avais dans ma tête. C'est-à-dire ma vision du monde, Alors, comment je perçois le monde, en gros. quand tu dis personnage principal, tu parles Alors le narrateur, pardon, le le narrateur. narrateur, voilà, D'accord, pas qui fait l'extraterrestre. par l'extraterrestre, voilà, D'accord. en fait, il y a deux personnages principaux là-dedans. Voilà. D'accord, Il y a le narrateur et puis le Hama qui est l'alien. Voilà. d'accord. Et, Et, euh, et donc tu fais un peu d'observation aussi de ton et entourage. oui, observation, voilà, ou même des biopics hein, de personnes, Tu fais des personnalités. petites fiches Je fais des avant fiches de te personnages lancer également, ce dans qui permet l'écriture. de pouvoir euh, faire comprendre les réactions des gens par rapport à leur passé Mhm. ou leurs idées, leurs phobies, etc. Donc, ce qui D'accord, permet d'avoir quand même des personnages le plus réalistes possible, quoi. d'accord. Donc tu vas parler Qui de sont Hama cohérents. et dans tes autres écrits. Dans mes autres écrits, oui, soit des gens de mon entourage ou ce qui me vient, où je me mets à la place des personnages des fois aussi. D'accord. Voilà, j'essaye de me mettre à la place des gens. Ça peut être Voilà. compliqué hein, quand on écrit des méchants. Parfois, il faut un petit peu se dissocier, être le contraire, même écrire quelqu'un qui est le contraire de soi-même. Oui. Ça fait preuve d'une énorme une psychologie, c'est de se mettre à la place des gens, même en étant de l'autre côté. Alors, je m'intéresse beaucoup à tout ce qui est criminologie, choses comme ça, Faites entrer l'accusé. pour les, voilà, pour ça peut être des tueurs en série ou même des gens qui ont des pathologies avancées, suppression de l'empathie, etc. Ou, Homme voilà, politique. par exemple. Ben, voilà. D'accord. Violaine. Alors moi, ce que j'aime bien dans la création de personnages, donc en effet, je m'inspire. Bon, forcément, forcément, il y a des choses. Alors, je suis prof, donc il y a des élèves qui me donnent toujours des perles, forcément. Je m'inspire beaucoup de ce que les gens me racontent, et en plus, je fais du théâtre d'impro, et j'aime bien tester les personnages que je vais inventer, que je vais coucher sur papier, par des incarnations, pour voir aussi ce qui marche, ce qui ne marche pas. Et ce qui est important, je trouve, pour que le personnage soit vraiment humain, c'est qu'il ait des côtés positifs et des côtés négatifs, puisque en chaque personne, on a beau être comme ça très gentil, on pense du mal du voisin ou de celui qui a laissé une crotte de chien sur la route. Enfin, on a tous des côtés qui font qu'on ne va pas forcément réagir positivement. Et je considère que ce qui rend vraiment le personnage qu'on va créer humain, c'est tous ces petits défauts qui vont colorer le personnage. Mhm. Est-ce que vous êtes plutôt du genre à écrire l'histoire et après euh, travailler sur les personnages de l'histoire ou faire vraiment écrire des personnages et utiliser ces personnages pour construire votre histoire? Ça dépend vraiment des romans. Souvent, le personnage il va avoir une première identité. Moi, c'est comme ça que je fonctionne, hein, mais j'ai une idée d'univers. Je vais voir comment il va fonctionner dans cet univers-là, et après, je vais revenir sur lui, puisque en ayant inventé dans son cheminement, je vais me rendre compte que finalement, il a vécu quelque chose dans son passé qui va le faire réagir d'une manière différente. Et souvent, quand j'arrive à la moitié du roman, je peux me dire, ça y est, mon personnage, il est construit. Je connais son histoire, je connais ses qualités, ses défauts, et je vais pouvoir terminer sereinement mon roman, puisque je sais comment il fonctionne. Est-ce que ça vous arrive qu'un personnage vous échappe? Ah oui, ça m'est déjà arrivé. Et c'est ce qui est intéressant, en fait, de se dire, bon, en fait, finalement, ce personnage-là qui était secondaire, devient très important. Et c'est aussi pour ça que je prends du temps à écrire, puisque ça arrive qu'il faut que je refasse mon histoire, parce que c'est un personnage qui devait apparaître finalement juste 5 minutes, il est très important. Il s'incruste. Il s'incruste, où il a décidé de perturber toute la vie de mon personnage principal. Même question pour Julien. Oui, beaucoup de similitudes. Ouais, alors
des fois, pendant l'écriture, je me pose la question pourquoi mon personnage a telle réaction. Et parfois même, quand je suis bloqué, je me dis, bon, je fais l'histoire de mon personnage, d'où il vient, qu'est-ce qu'il fait, pourquoi il fait ce métier, pourquoi il est dans telle situation, et quelles pourraient être ses réactions, quoi. Mais parfois, dans la réécriture, effectivement, on a tendance à se replonger plus dans les psychologies de nos personnages et dire que finalement, ce personnage-là, je fais dire ça à tel personnage, mais c'est l'autre qui devrait plutôt dire cette phrase-là, parce que c'est plus adapté à, à son histoire personnelle ou à sa façon de voir, et la relation, en fait, n'est pas la même par rapport à d'autres personnages. Enfin, voilà. C'est bien de retravailler là-dessus et d'affiner un peu la psychologie des personnages, quoi. D'accord. Et est-ce qu'il y a des visions du monde, des avertissements, des mises en garde que vous essayez de transmettre peut-être à votre lectorat à travers vos œuvres? Et si c'est le cas, comment est-ce que vous essayez de le faire en fait? Si j'essaie de résumer tout ça, c'est méfiez-vous de ce qui vous éloigne de votre humanité. Ça peut être ou dans la manipulation politique ou religieuse, ou dans une technologie qui est utilisée à mauvais escient. Parfois, il y a des idées ou politiques ou religieuses qui partent d'un bon sentiment et en fait s'aperçoit que en fait, c'est contraire aux valeurs humaines au bout d'un moment, parce que ça part vers l'extrémisme ou autre. Et voilà, il faut essayer, même si, par exemple, le communisme était quelque chose qui semblait positif à la rigueur, parce que égalité pour tout le monde, mais au bout d'un moment, la façon dont ça a été fait, ça s'éloigne complètement de l'humanité même des gens, en disant on fait une dictature pour le bien de tout le monde. Non. Tout le monde est égal, mais certains plus que d'autres. Plus que d'autres. Donc, oui, un peu essayer d'avoir de recul. Et est-ce qu'en faisant ça, est-ce qu'on est toujours humain ou pas? Est-ce que c'est dans le Qu'est-ce fond, que c'est? qu'est-ce qu'un que être c'est humain? être humain? Qu'est-ce qu'un être On humain? revient à notre première question. Qu'est-ce qu'un être humain? Est-ce que c'est le respect des autres? Est-ce que c'est Voilà, parce que se mettre à la place de l'autre, vraiment? les gens qui commettent des choses horribles Horrible. sont des humains aussi. Au nom d'un idéal, est-ce que c'est vraiment l'humanité, ça? Ouais. Voilà. Est-ce qu'il faut tuer centaines de personnes pour parler d'une cause? C'est pas très humain pour moi. Est-ce qu'on envoie le trolleybus sur la rame de droite ou la rame de gauche? Ouais, voilà, donc. D'accord, Violaine? C'est vrai que alors dans mes livres, là, j'essaye de... En fait, je suis partie d'un postulat par rapport à la fertilité, en me disant, bon, on veut... Ça part d'un bon sentiment, on veut faire que l'humanité continue, donc on se met tous au service de ceux qui peuvent avoir des enfants. Et en fait, là-dessus, je me suis demandé, oui, mais si on se retrouve avec, par exemple, quelqu'un qui est homosexuel et qui va devoir faire des enfants avec quelqu'un qui n'a pas envie, hein, mais pour le bien de la communauté, est-ce qu'il doit faire don de son corps? Et puis après, je me suis dit, bon, et alors les femmes, puisque les femmes, elles doivent porter pendant 9 mois un enfant. Alors je parle en connaissance de cause, puisque j'ai 3 enfants, donc je sais ce que c'est. Et je me dis, bon, bah alors, si les femmes, elles doivent faire des enfants, ça veut dire qu'elles deviennent des ventres, et on en va où? Alors, donc, mon objectif, c'était d'interroger là-dessus, en se disant, bon, il peut y avoir des bons sentiments derrière, de se dire, bon, bah, il faut continuer à préserver l'espèce humaine, dans quelles conditions, et à quel prix? On voit ça dans un des tomes du cycle de Dune avec la maison Tlel-Laxou qui crée des cuves axolotes. Ce sont en fait, c'était des femmes, mais ce sont des cuves en fait qui donnent des sens à des clones. Il y a un peu ça dans Astro KF. D'accord. Bien, nous allons passer aux questions du public. Si le public a des questions, est-ce que quelqu'un souhaite interroger nos auteurs ou autrices? Non, tout est très clair. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter pour conclure cette table ronde? Merci. Une question. Alors, attention.
on essaye tous d'être empathiques et compréhensifs vis-à-vis des autres, mais c'est pas toujours facile. Il y a des choses qu'on se refuse de prendre en considération. On estime que l'autre est un con, point à la ligne, parce que son point de vue ne nous convient absolument pas. Mais en tant qu'auteur, vous êtes obligé de le prendre en considération pour pouvoir écrire de façon cohérente et honnête. Comment réagissez-vous vis-à-vis des personnages que vous détestez? Parce que vous avez forcément un personnage que vous détestez. Comment vous faites pour ne pas l'incriminer et à ce qu'il fasse entièrement partie de l'histoire? Parce que c'est votre rôle en tant qu'écrivain de le faire vivre alors que vous le haïssez. Je pense que ce qu'il faut essayer de faire en tant qu'auteur, c'est d'essayer de comprendre pourquoi il réagit de cette façon-là. Il a beau être le pire des cons, en fait, il a une histoire. Et alors, c'est difficile de trouver le juste milieu entre expliquer pourquoi il en arrive à être un con, mais en même temps, est-ce qu'on lui pardonne d'être ce con? Et dans Astro KF, j'ai des personnages qui sont des cons, des violeurs, et on n'arrive pas parce que c'est quelque chose qui est en nous de se dire on ne peut pas lui pardonner. Il y en a d'autres qui vont réussir à se sortir de ça. C'est très difficile puisque après, alors moi je trouve que l'auteur il doit pas donner une réponse, il doit donner le chemin vers une réponse, peut-être celle que l'auteur a envie de donner, mais je pense que c'est au lecteur de se faire sa propre opinion par rapport à tous les éléments qu'on aura mis dans les romans. Oui. Les méchants les plus intéressants sont ceux qui ont une histoire, sont les méchants humains, c'est-à-dire qu'ils ont une histoire personnelle, complexe, traumatique, qui peut expliquer malheureusement qu'ils sont passés dans le mauvais chemin. Alors, ça n'a rien à voir avec mes œuvres, mais je pense à quelque chose que j'ai vu récemment. C'est un film, c'est un dessin animé, plutôt un manga, où en fait le méchant il veut exterminer une race d'extraterrestres, on va dire. Mais ce qui est très intéressant, c'est un méchant humain. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il est humain vis-à-vis de ceux qui travaillent pour lui. Et par exemple, il y a un de son bras droit, il trouve qu'il est fatigué, il dit vous avez des enfants, je crois, bon, allez vous reposer, parce que je sais, j'ai perdu ma femme, et à cause des extraterrestres, j'ai perdu ma femme et les machins, donc c'est important. Et voire même, à un moment donné, il se sacrifie pour les autres. Et partez, je dois détruire. Voilà, je mourrai avec mon vaisseau, c'est pas grave. Voilà. C'est très rare. Généralement, c'est les gentils qui ont ce sentiment empathique vis-à-vis de leur... Et à tel point que le bras droit ne veut pas le quitter parce qu'il a de l'empathie pour son patron, qui en fait veut exterminer... Prenez un jour de congé, voilà. nous exterminerons l'humanité plus tard. C'est un peu ça. C'est la première fois que je vois un gentil humain. Un méchant, pardon. Un méchant humain. Et je trouve ça très intéressant comme personnage, que le mec, il est psychopathe, il s'en fout des autres, il exploite jusqu'à ce que mort s'en suive. Avec des dessins un peu... On a toujours ce personnage là, de psychopathe qui est toujours incarné avec des dessins superbes dedans. Ouais. Mais ils sont tous doués pour le dessin. C'est ça. Et je trouve que c'est les méchants les plus intéressants à décrire dans la psychologie, quoi. Ouais. Après, le méchant qui est traumatisé dans son enfance, etc. Bon, c'est un peu ça devient un cliché en fait à la longue. C'est intéressant aussi les méchants qui sont méchants juste parce que voilà quoi. Enfin parce que ça les embête d'être gentils. Il y a des méchants, il y a des personnes dans la vraie vie, ils aiment juste être méchants. Voilà. Ouais, donc il faut aussi les décrire. Après, il ne faut pas que ça soit trop cliché, mais après, il y a des gens, ils aiment ça. Je pense que ça se voit assez facilement dans la cour de récréation, avec vos élèves. Exactement. Julien Laoche a évoqué tout à l'heure les choix que l'on fait dans sa vie qui mènent à là où nous en sommes. Éric Emmanuel Schmitt, dans un livre qui s'appelle La part de l'autre, a parfaitement décrit que le pire des connards aurait pu être le meilleur des anges. Il part du principe que Adolphe H a été admis à l'école d'art de Vienne et a rencontré Freud, qui est l'un des contemporains à l'époque à Vienne.
Donc il fait une psychanalyse, il n'est pas frustré, il va au bout de sa volonté d'être un artiste, et donc il devient le meilleur des hommes. Et il passe de chapitres très très courts de Adolf H à Hitler. Et il a été puni par la communauté et par sa famille, parce que Schmitt, il est juif. Et donc sa communauté n'a pas compris comment il avait pu humaniser un monstre. Et tu le disais, c'est pas un monstre, c'est un homme qui a, à un moment donné dans sa vie, eu une déception, a décidé de prendre ce chemin-là. Mais au final, le meilleur des anges, Jésus aurait pu être aurait pu être un guerrier. Parce que les Romains, parce qu'il a vu des choses horribles, parce qu'il a été mis, parce qu'il a été pris à partie. Et Donc parce que Jésus les aurait pu être un rencontres con. qui sont faites dans la vie, en fait, orientent le destin, finalement. Enfin, Est-ce qu'il y a des exemples comme ça dans vos ouvrages où vous démontrez que le méchant, bah là tu le dis, aurait pu être bon, puisqu'à la fin il saute avec son vaisseau, par humanité, par empathie de ses camarades. En gros, pour détruire le gentil, qui est un extraterrestre, il faut qu'il aille jusqu'au bout. Et pour aller jusqu'au bout, il faut que, à la limite, que tout tout soit détruit avec l'équipage, quoi. Et du coup, comme comme lui, ça le concerne, c'est sa guerre à lui, les autres ne sont pas concernés par ça, il est fait s'évacuer. Et il dit, c'est moi qui vais me sacrifier pour éliminer pour lui la menace extraterrestre. Voilà. Donc, et on sent que c'est quelqu'un, en fait, à cause d'extraterrestres, a perdu sa fille et sa femme. Et donc, c'est pour ça qu'il a comme projet d'exterminer cette race-là. Mais il a gardé sa part humaine où les autres, enfin, son bras droit, il a une fille et un gosse, il ne veut pas qu'ils vivent la même chose que lui. Enfin, voilà. Il n'est pas dans l'obsession de on s'en fout, je sacrifie tout le monde autour de moi pour mon objectif. J'ai un objectif, mais pas en sacrifiant les gens qui m'aident à côté. Voilà. Et c'est sur ces paroles que nous allons terminer cette table ronde. Merci à tous, merci à toutes, et bonne fin de journée.